6 juin 1944, minuit 15, Omaha Beach. Gefreiter Hinrichsö nettoyait soigneusement le canon de sa mitrailleuse MG-42 dans le bunker de béton dominant le canal. Dans sa poche, il portait une lettre de sa petite amie à Metzingan, promettant de l'attendre jusqu'à la victoire finale de la guerre. « L'invasion sera leur tombe. Nous les rejetterons dans la mer en quelques heures. » Il avait écrit ces mots à la jeune femme 3 jours plus tôt, après que le Feldmarschall RML lui-même eut inspecté leur position. Le renard du désert avait regardé à travers la fente de tir de Seal, étudié les champs de tir croisés et hoché la tête avec satisfaction. « Quand ils viendront, avait dit RML, cette plage sera leur cimetière. » À travers l'embrasure, Seo ne voyait que l'obscurité paisible au-dessus du canal. La nuit était calme, presque sereine. Dans 12 heures, le même jeune homme serait retrouvé pleurant sans contrôle dans son bunker, entouré de 13 500 douilles vides, son canon de mitrailleuse déformé par la chaleur, observant une force d'invasion si vaste que son esprit refuserait simplement de traiter ce que ses yeux voyaient. Bien que Seo prétendrait plus tard avoir infligé 1000 à 2000 pertes, les historiens considèrent cela impossible étant donné que les pertes américaines totales sur Omaha Beach, toutes causes confondues, furent d'environ 2400. Les mathématiques de la défaite allemande allaient être écrites non pas dans des évaluations stratégiques ou des rapports de renseignement, mais dans les témoignages choqués de soldats qui allaient assister à la plus grande invasion amphibie de l'histoire humaine du mauvais côté du viseur. Le mur de l'Atlantique s'étendait sur 2400 km de la Norvège à la frontière espagnole, ce que la propagande allemande appelait la ligne défensive la plus formidable de l'histoire militaire. Le long de la côte normande, 58 divisions de qualité variable tenaient des positions qui avaient consommé 17 millions de mètres cubes de béton et 1 200 000 tonnes d'acier. Hitler lui-même l'avait déclaré imprenable. Les préparatifs défensifs sur Omaha Beach seuls semblaient justifier une telle confiance. Le US Army Center of Military History enregistre que les Allemands avaient construit 8 bunkers de béton, 35 casemates, 4 positions d'artillerie, 18 positions de canons anti-chars, 45 sites de lance-roquettes, 85 nids de mitrailleuses et 6 fosses à mortier. La plage elle-même avait été transformée en champ de tir. 3700 obstacles plantés dans la zone de marée, incluant des grilles belges, des hérissons tchèques et des pieux en bois, beaucoup surmontés de mines Tele. Derrière les plages, 6,5 millions de mines avaient été posées, bien que RML en eût voulu 60 millions. Le colonel Ernst Gott, commandant le 916 régiment grenadier près de Bayeux, avait calculé la puissance de feu défensive dans son secteur. Ces 4 batteries pouvaient théoriquement délivrer 120 obus par minute dans les secteurs de plage. Combinés aux autres batteries, les Allemands pouvaient concentrer une puissance de feu massive sur toute tentative de débarquement. Ces calculs, cependant, supposaient une munition illimitée, une hypothèse qui se révélera fatalement erronée. Le 5 juin avait apporté un temps que le météorologiste de la Luftwaffe Walter Stuba à Paris avait déclaré impossible pour une invasion. Vitesse du vent atteignant 20 à 25 nœuds, vagues grimpant à 6 pieds et nuages bas à 500 pieds. Stuba, utilisant des données d'U-boot et de stations météo, avait assuré le haut commandement que les conditions resteraient mauvaises pendant au moins 2 semaines. Sur la base de cette prévision, de nombreux officiers supérieurs avaient quitté leur poste. RML lui-même était parti pour l'Allemagne le 5 juin afin de fêter l'anniversaire de sa femme, en portant une paire de chaussures en daim gris qu'il avait achetées à Paris. Le général Friedrich Dollmann, commandant la 7e armée, avait ordonné aux commandants de division d'assister à des jeux de guerre à Rennes. Même les patrouilles navales qui balayaient normalement le canal avaient été annulées à cause de la mer démontée. Cette confiance météorologique allait se révéler être la première erreur allemande. Inconnue de Stuba, les Alliés possédèrent des stations météo au Groenland et des vols météo au-dessus de l'Atlantique qui détectèrent une brève éclaircie dans la tempête. Une fenêtre de 36 heures que le groupe Captain James Stagg avait identifiée et qu'Eisenhower avait saisie. À 23h15 le 5 juin, des stations radars le long de la côte normande commencèrent à détecter une activité inhabituelle. Des ensembles radars Freya et Westburg captèrent de massives formations aériennes approchant du nord. Les opérateurs, cependant, avaient vu cela auparavant. Des raids de diversion alliés conçus pour maintenir les forces allemandes en alerte. Vers 0h30 le 6 juin,
Des rapports commencèrent à affluer qui défiaient toutes les suppositions. Des paras Sher Jagger complets atterrissaient à travers la Normandie. Mais les rapports n'avaient aucun sens. Certaines unités rapportaient des paras à l'est, d'autres à l'ouest. Certaines disaient qu'ils étaient britanniques, d'autres américains. Des faux paras avec des pétards attachés, partis des opérations Titanic et Rupert, ajoutaient à la confusion. Le major Hans von Lück, commandant le 125e régiment grenadier Panza de la 21e division Panza, fut l'un des premiers à saisir la gravité de la situation. Réveillé par des rapports de paras atterrissant près de ses positions, il demanda immédiatement la permission d'attaquer. La réponse du quartier général de division: ne bougez pas jusqu'à ce que la situation se clarifie. Von Lück écrirait plus tard dans ses mémoires: commandant de Panza, je sus à ce moment-là que nous étions perdus. Les paras marquaient clairement les flancs pour un débarquement. Chaque minute que nous attendions leur donnait du temps pour consolider. Pourtant, nous restâmes paralysés par notre propre structure de commandement. 6 juin, 5h30. Alors que la première lumière grise commençait à illuminer le canal, des observateurs allemands en positions avancées commencèrent à rapporter quelque chose que leur entraînement ne les avait jamais préparés à voir. Verluskart, dont la présence sur la côte reste disputée par certains historiens, incluant Heinrich Soo lui-même, est crédité dans certains contes d'être parmi les premiers à signaler l'armada. Ce qui est certain, c'est que des observateurs allemands à travers la côte normande furent témoins d'horizon à horizon d'une mer couverte de navires. Non pas des dizaines, non pas des centaines, mais des milliers. Des navires de chaque taille et description, depuis d'énormes cuirassés jusqu'à de minuscules barges de débarquement s'étendant à travers le canal comme un tapis gris. La flotte d'invasion consistait en 6939 navires selon les enregistrements alliés officiels, 1 213 navires de guerre, 426 barges de débarquement, 736 navires auxiliaires, 864 navires marchands. C'était la plus grande armada navale jamais rassemblée dans l'histoire humaine. Pour les défenseurs allemands élevés à la propagande sur la faiblesse et la division alliée, le spectacle fut psychologiquement dévastateur. Bernhard Furking, officier d'artillerie à WN 62, qui serait tué plus tard ce jour-là, aurait dit à ses hommes qu'ils assistaient à l'arrivée du monde entier à leur porte. À 5h35, le bombardement naval commença. Rien dans l'expérience des défenseurs allemands, pas le front de l'Est, pas les plus lourds raids de la RAF, ne les avait préparés à ce qui suivit. Le cuirassé USS Texas Alone tira 255 obus de 14 pouces sur Pointe-du-Hoc en 34 minutes, selon les enregistrements du Naval History and Heritage Command. HMS Warspite, le premier navire à ouvrir le feu le jour J vers 5 heures, délivrerait plus de 315 obus de 15 pouces durant les 2 premiers jours, incluant 96 rondes tirées sur des positions allemandes le 9 juin. Le bombardement cumulé de la force navale dépassa tout ce que la Wehrmacht avait rencontré auparavant. Selon les témoignages de vétérans allemands collectés par les archives fédérales allemandes, des bunkers de béton conçus pour résister à tout bombardement se fissuraient sous le tir naval. Des hommes furent enterrés vivants, déterrés, puis enterrés à nouveau tandis que les obus continuèrent de pleuvoir. L'impact psychologique fut aussi dévastateur que la destruction physique. Ces fortifications dans lesquelles ils avaient placé une confiance absolue s'effondraient comme des châteaux de sable. Alors que le bombardement naval continuait, la réponse de la Luftwaffe révéla la vraie désespérance de la position allemande. Obus Isef Pipspril, commandant Yakashvada 26, reçut l'ordre d'attaquer la flotte d'invasion avec toute sa force. Sa réponse, enregistrée dans le journal de guerre des ailes: « Quelle force entière, j'ai 2 appareils ». La Luftwaffe, qui avait promis la suprématie aérienne sur toute invasion, ne put rassembler que 319 sorties le jour J contre 14 674 sorties alliées. Selon les enregistrements de l'Office of Naval Intelligence de la US Navy, Priller et son ailier Unafizia Heinz Wodachik effectuèrent la seule attaque de la Luftwaffe sur les plages durant la matinée du 6 juin, mitraillant une fois Sword Beach dans leur FW-Cent 90 à 8, avant de fuir devant la couverture de chasse alliée écrasante. Cette unique passe de mitraillage par 2 appareils contre une force d'invasion de milliers devint un symbole de l'impuissance allemande. Les chevaliers promis de l'air qui assombriraient les cieux sur toute invasion avaient été réduits à un geste futile. À 6h30, les premières vagues d'assaut touchèrent les plages.
Les défenseurs allemands, malgré le bombardement, prirent leur position et ouvrirent le feu. Ce qui suivit fut un carnage qui choqua même les vétérans endurcis. Heinrich Seeau, le mitrailleur AWN-62, commença à tirer à 6h35. Sa position, l'une des rares intactes après le bombardement, commandait des champs de feu parfaits sur Omaha Beach. Dans ses mémoires de 2005, WN-62 Irina Rungan et Omaha Beach, il déclara avoir tiré 13 500 coups sur 9 heures. Bien que Seeau ait revendiqué des pertes massives, les historiens militaires notent que sa position, bien que mortelle, n'était qu'un facteur parmi d'autres dans les pertes d'Omaha Beach, et que des chiffres spécifiques ne peuvent être vérifiés. Ce qui est certain, c'est que sa MG-42, tirant à 1200 coups par minute en rafale courte, contribua significativement à ce qui devint connu sous le nom de Bloody Omaha. Les défenseurs allemands commencèrent à ressentir ce que les historiens militaires appelleraient plus tard le choc matériel, l'effondrement mental causé par la confrontation à une force écrasante. Peu importe combien d'Américains, de Britanniques ou de Canadiens tombaient, davantage apparaissaient. Chaque barge de débarquement détruite était remplacée par 3 autres. Chaque position de mitrailleuse réduite au silence était supprimée par un tir naval qui semblait illimité. À midi, des positions allemandes commencèrent à signaler des pénuries critiques de munitions. Les plans défensifs avaient calculé la dépense de munitions sur la base de la répulsion d'un assaut limité. Personne n'avait prévu cette échelle d'attaque. Selon les registres d'approvisionnement Wehrmachted, des positions munies de munitions calculées pour 3 jours de bataille épuisaient leur stock en heures. Des batteries d'artillerie, l'épine dorsale de la défense, faisaient face à des crises similaires. Les approvisionnements soigneusement gardés disparaissaient sous l'intensité du combat. Les tentatives pour amener des stocks de réserve échouaient. Chaque route était sous attaque constante de chasseurs bombardiers alliés. Le contraste avec la puissance de feu alliée était saisissant. Des observateurs allemands notaient que des destroyers américains tiraient des centaines d'obus sur des cibles individuelles, tandis que l'artillerie allemande était rationnée à 4 obus par pièce par jour dans l'après-midi du jour J. La réserve blindée allemande, la force que RML avait insisté pour devoir battre toute invasion sur les plages, resta paralysée durant les heures critiques du matin. La 21e division Panzer, la seule unité blindée proche des plages, ne reçut l'ordre d'attaquer qu'à 10 heures, 4 heures après le début des débarquements. Quand la 21e Panzer attaqua finalement à 16h20, elle avança entre les zones de largage aéroporté britannique vers la côte. Selon les registres de division, elle atteignit le rivage entre Léonard et Luxumer vers 19h. La seule unité blindée allemande à atteindre la côte le jour J. Cependant, à 21h, elle assista à l'arrivée de l'opération Malhar, 250 planeurs apportant des renforts à la 6e division aéroportée britannique. Interprétant cette imposante armada aérienne comme une menace à ses flancs, elle se retira. La division perdit 54 chars et véhicules blindés le jour J, environ 25% de sa force en un seul jour. La contre-attaque rencontra aussi des blindés alliés spécialisés qu'ils n'avaient jamais vus. Les Funnis d'Hobart, chars modifiés avec des fléaux de déminage, lance-flammes et équipements de pontage, semblant appartenir à une ère de guerre entièrement différente. Durant tout le jour J, des unités allemandes firent face à une menace qu'elles n'avaient jamais rencontrée à cette échelle. Des forces aéroportées massives opérant derrière leurs lignes. La 6e division aéroportée britannique et les 82e et 101e divisions aéroportées américaines créèrent un chaos qui multipliait leurs forces réelles. Ust Friedrich von Dieter, le commandant de parachutistes allemand le plus expérimenté, servant avec le 6e régiment Falga, était en Normandie durant l'invasion. Son évaluation professionnelle, enregistrée dans des interviews d'après-guerre, fut accablante. L'opération aéroportée alliée était tout ce que la nôtre n'avait jamais été. Massive, coordonnée et approvisionnée. Nous larguions des bataillons. Ils larguaient des divisions. Nous étions ravitaillés par un appareil isolé. Ils avaient des flots sans fin de planeurs et d'avions de transport. L'impact psychologique de parachutistes apparaissant partout paralysa les réponses allemandes. Des unités refusaient de bouger, craignant une embuscade. D'autres tiraient sur des ombres, parfois sur leurs propres hommes. La confusion multipliait les problèmes allemands de façon exponentielle. À mesure que le jour J progressait, le commandement et contrôle allemand se désintégraient. Des appareils alliés détruisaient systématiquement les lignes de communication. La résistance française, activée par des messages codés de la BBC, coupait les câbles téléphoniques et détruisait les stations relais.
Les communications radio étaient brouillées par des unités de guerre électroniques alliées. Le général-lieutenant Max Pemil, chef d'état-major de la 7e armée, tenta de coordonner la défense depuis son quartier général à la Mare. Son journal de guerre enregistre une frustration croissante à mesure que le contact avec les unités avancées disparaissait. À midi, des divisions entières avaient disparu du réseau de communication. Des commandants d'unités individuelles prenaient des décisions en isolation sans connaissance de l'image plus large. À la tombée de la nuit du 6 juin, les défenseurs allemands survivants firent le bilan de leur situation. Le mur de l'Atlantique imprenable avait été percé en plusieurs endroits. La Luftwaffe avait essentiellement cessé d'exister au-dessus de la Normandie. La Kriegsmarine avait réussi à couler un destroyer, USS Cory, tout en perdant 15 vedettes et de nombreuses petites embarcations. Le général Oytan Wilhelm Richa, commandant la 716 division qui avait supporté le gros de l'assaut britannique, rapporta au quartier général de la 7e armée. Force de combat division 35%. Tout point fort côtier perdu. Artillerie 90% détruite. Ennemis avançant à l'intérieur. Les statistiques racontaient une histoire d'échec tactique complet, malgré des actes individuels d'héroïsme. En un seul jour, les forces allemandes avaient subi des pertes équivalentes à celles d'une grande bataille, tandis que les Alliés continuaient à débarquer des troupes fraîches, comme si le jour J n'était que le début, non le climax. Durant la nuit du 6 au 7 juin, des unités allemandes tentèrent de se regrouper et de contre-attaquer. Ces efforts révélèrent toute l'étendue de la supériorité alliée. Chaque mouvement allemand était détecté par radar, illuminé par des éclairages et détruit par l'artillerie ou le tir naval. Hans von Lux, grenadier Panzer, finalement autorisé à contre-attaquer, avancèrent vers Sword Beach dans l'obscurité. Selon ses mémoires, ils furent immédiatement illuminés par des éclairages de parachute et soumis à un feu dévastateur depuis des destroyers au large. C'était comme en plein jour. Chaque véhicule, chaque soldat était visible. Les obus venèrent de la mer avec une précision parfaite. Nous perdîmes la moitié de notre force sans voir un seul ennemi. Pendant ce temps, des renforts alliés continuèrent de débarquer. Les ports artificiels Mulberry étaient déjà en cours d'assemblage. Des navires de ravitaillement mouillaient en rangs organisés. L'invasion ne réussissait pas seulement, elle se transformait en présence permanente. À mesure que des renforts allemands tentèrent d'atteindre la Normandie, ils rencontraient une interdiction complète du mouvement. Chaque route, voie ferrée et pont étaient sous attaque constante. Selon les registres de transport Wehrmacht, des unités qui auraient dû atteindre le front en un jour mettaient jusqu'à 2 semaines. La 2e division SS Panzer Das Reich, stationnée près de Toulouse, mit 17 jours pour atteindre la Normandie. Un voyage qui aurait dû prendre 3 jours. Elle arriva ayant perdu 30% de ses véhicules à l'attaque aérienne sans avoir tiré un seul coup contre des forces au sol. L'impact psychologique était dévastateur. S'il ne pouvait même pas atteindre le champ de bataille intact, comment espérait-il l'influencer? Pendant ce temps, la logistique alliée fonctionnait avec une efficacité stupéfiante. Des LST déchargèrent des régiments blindés entiers en heures. Dans les jours suivant le jour J, les Alliés débarquaient 15 000 tonnes de ravitaillement par jour, plus que l'ensemble de l'armée allemande en Normandie ne consommait en une semaine. D'ici le 12 juin, les forces allemandes en Normandie approchèrent de l'effondrement psychologique. Elles avaient perdu 26 000 hommes tués, blessés ou portés disparus, à peu près l'équivalent de 2 divisions complètes. Les remplaçants étaient minimes. Pendant ce temps, la force alliée croissait à l'heure. Quarantaine tomba le 12 juin, liant les plages Utah et Omaha. Les paras allemands du 6e régiment Fallschirmjäger, troupes d'élite qui ne s'étaient jamais retirées auparavant, se retirèrent en désordre. Leur commandant, Friedrich von der, rapporta au quartier général supérieur « Mon régiment n'existe plus comme unité de combat. Les survivants sont psychologiquement brisés. » Le 13 juin, l'SS Obersturmführer Michael Wittmann remporta l'une des rares victoires tactiques allemandes en Normandie. Selon les registres militaires britanniques, il détruisit 13 à 14 chars, 2 canons anti-chars et 13 à 15 porteurs de personnel en la bataille de Villers-Bocage en 15 minutes. La propagande allemande saisit cette victoire comme preuve que les armes allemandes pouvaient encore prévaloir. Mais même cette victoire révéla la futilité de la position allemande. Le Tiger de Wittmann, désactivé dans la bataille, fut remplacé difficilement par les Allemands. Les pertes britanniques furent remplacées en heures.
Le brillant tactique de soldats allemands individuels ne pouvait pas surmonter les mathématiques industrielles. Wittmann lui-même, avec 138 victoires de chars confirmées sur tout front, fut tué le 8 août quand son Tiger fut détruit, que ce soit par le tireur britannique Joe Hines du Northamptonshire Yeomanry ou par des forces canadiennes reste disputé. Le plus grand as de chars de la Wehrmacht fut éliminé par un ennemi qui pouvait se permettre d'échanger 10 chars contre un Tiger. La chute de Cherbourg le 26 juin fournit un autre choc psychologique. Ce port majeur, fortifié sur 4 ans et garnisonné par 21 000 hommes, était censé tenir pendant des mois. Elle tomba en 5 jours de combats sérieux. Le général-lieutenant Karl Wilhelm von Schliemann, commandant la garnison, avait proclamé qu'il défendrait Cherbourg jusqu'à la dernière balle. Au lieu de cela, il se rendit le 26 juin. Dans son interrogatoire d'après-guerre, il expliqua que la résistance était devenue dénuée de sens contre des ressources ennemies illimitées, un thème qui allait résonner dans tous les récits allemands de Normandie. L'opération Cobra, commençant le 25 juillet, asséna le coup de grâce aux forces allemandes en Normandie. Selon les registres officiels de l'US Army Air Force, le bombardement préparatoire impliqua 1531 bombardiers lourds, 380 bombardiers moyens et 550 chasseurs bombardiers, larguant plus de 4100 tonnes de bombes dans une zone concentrée de seulement 7000 yards sur 2500 yards de profondeur. Le général-lieutenant Fritz Bollin, commandant la division Panza, rapporta au groupe d'armée B « Ma division est anéantie. L'effet psychologique sur les survivants est indescriptible. Ils ne sont plus des soldats, mais des hommes brisés. » Le bombardement fut si intense qu'il tua le lieutenant-général Leslie McNair, l'officier américain le plus gradé tué dans le théâtre européen, qui observait depuis ce qui était pensé être une distance sûre. Si des généraux américains n'étaient pas à l'abri de leur propre puissance de feu, quelle chance les soldats allemands avaient-ils? La poche de falaise, du 12 au 21 août, devint le cimetière des forces allemandes en Normandie. Selon des rapports de renseignements alliés confirmés par des registres allemands d'après-guerre, environ 10 000 Allemands moururent dans la poche et 50 000 furent faits prisonniers. Plus de 300 chars et véhicules blindés furent détruits ainsi que 2500 autres véhicules. Des soldats allemands tentant de s'échapper décrivirent des scènes de destruction apocalyptiques, des routes jonchées de chevaux morts et de véhicules brûlants, des chasseurs bombardiers alliés attaquant par vagues toutes les 20 minutes, de l'artillerie tombant sans arrêt. La destruction systématique était si complète que de nombreux soldats abandonnèrent simplement, préférant la captivité à une mort certaine. Le bilan final de la campagne de Normandie raconte une histoire de défaite allemande complète. Pertes allemandes du 6 juin au 31 août. Environ 320 000 pertes, 30 000 tués, 80 000 blessés, 210 000 disparus ou capturés. 2300 chars détruits, pratiquement toute l'armure en France. 227 appareils perdus. Pertes alliées, 29 672 pertes, avec des remplaçants excédant les pertes quotidiennement. Environ 4000 caractères perdus, remplacés en semaine. 411 appareils perdus sur une force excédant 13 000. La disparité révéla la vérité fondamentale. L'Allemagne menait une bataille nutritionnelle qu'elle ne pouvait pas gagner contre un ennemi avec des réserves virtuellement illimitées. Des officiers militaires professionnels allemands fournirent les évaluations les plus objectives du désastre. Le général Dienstruppen Heinrich Hababach, qui assuma le commandement en Normandie après que Ramel fut blessé, rapporta à l'OKW le 1er août « La supériorité matérielle de l'ennemi est d'au moins 20 contre 1 en artillerie, 10 contre 1 en chars et absolue en avion. Il peut remplacer toutes ces pertes en jour, nous ne pouvons rien remplacer. » Le général Hans Pidel, chef d'état-major de Ramel, écrivit dans ses mémoires de 1949. Normandie prouva que le courage seul ne pouvait pas surmonter la suprématie industrielle. Nous affrontions un ennemi qui avait mécanisé non seulement la guerre, mais la victoire elle-même. Le général feldmaréchal Irvin Ramel laissa le témoignage le plus puissant de l'expérience normande. Dans son rapport final à Hitler le 15 juillet, 2 jours avant d'être grièvement blessé par des avions alliés, il écrivit « Les troupes se battent partout héroïquement, mais la lutte inégale touche à sa fin. La supériorité écrasante de l'ennemi en hommes et en matériel commence à se faire sentir. Je dois vous prier d'en tirer les conclusions nécessaires sans délai. » C'était le langage militaire pour une défaite complète. Ramel, le commandant le plus célébré d'Allemagne, disait à Hitler que la guerre était perdue.
La campagne de Normandie révéla que la Seconde Guerre mondiale était devenue une guerre de production. Des soldats allemands furent témoins d'une capacité industrielle américaine qui défiait leur compréhension. L'usine Willow Run de Ford produisait seule un bombardier B-24 toutes les 63 minutes à pic. Les usines américaines produisirent 96 000 appareils en 1944. La dépense de munitions alliées en un jour dépassait la production allemande d'un mois. Une seule division américaine consommait plus de ravitaillement quotidiennement qu'un tout corps allemand. Hans von Lück, réfléchissant sur Normandie dans ses mémoires, écrivit « Nous apprîmes que la guerre moderne n'était pas une question de tactique ou de courage, mais de production. Les Américains avaient transformé la guerre en un processus industriel. Ils fabriquaient la victoire sur des chaînes de montage. » Les soldats allemands qui survécurent à Normandie furent transformés psychologiquement. Ils avaient été témoins de l'invalidation complète de tout ce qu'on leur avait enseigné sur la guerre, la supériorité raciale et la destinée nationale. Ils s'étaient attendus à affronter des démocraties faibles et divisées. À la place, ils rencontrèrent une alliance qui avait transformé la guerre en un processus industriel d'efficacité écrasante. Ils furent témoins de l'arsenal de la démocratie en action. Des navires, des avions, des chars et des ravitaillements illimités, coulant depuis des usines dont la capacité dépassait la compréhension allemande. Le mitrailleur Heinrich Soo commença le 6 juin croyant que l'invasion serait rejetée en quelques heures. Il la termina entouré de milliers de douilles vides, regardant des vagues sans fin de renforts alliés débarquer sur la plage que sa position était censée contrôler. Son expérience incarna la tragédie allemande plus large en Normandie. Succès tactique noyé dans l'impossibilité stratégique. Les plages de Normandie devinrent non seulement un champ de bataille, mais une révélation. Des soldats allemands furent témoins du futur de la guerre, et il appartenait aux sociétés capables de produire le plus de matériel et de l'appliquer le plus efficacement. Ils avaient apporté le courage, l'entraînement et la détermination au combat. Les Alliés apportèrent une production industrielle illimitée. En tentant de repousser l'invasion alliée, les défenseurs allemands auraient aussi bien pu essayer de retenir la marée elle-même. Ils tirèrent jusqu'à ce que leurs canons fondent, combattirent jusqu'à épuisement de leurs munitions et regardèrent les Alliés simplement apporter plus de tout. Les mathématiques de la guerre moderne avaient rendu leur courage irrélevant. Les soldats allemands qui affrontèrent le jour J apprirent la leçon la plus dure de l'histoire. À l'ère de la guerre industrielle, les nations incapables d'égaler la production de leur ennemi étaient vouées à la défaite, indépendamment du talent ou du sacrifice de leurs soldats. Ils commencèrent le 6 juin comme guerriers du Troisième Reich et le terminèrent comme témoins de l'arsenal de la démocratie dans toute son efficacité terrifiante. Leur défaite ne fut pas seulement militaire, mais totale. Une démonstration écrasante que la vision nazie de supériorité raciale et de domination militaire avait heurté la réalité de la suprématie industrielle alliée et s'était brisée complètement. L'invasion qu'ils avaient promis de rejeter dans la mer les avait au contraire balayés, emportant avec elle les dernières illusions de victoire allemande.